et merci à Diaspo pour cette opportunité. Je suis Ibrahim Kone, doctorant en communication publique à l'Université Laval et je suis aussi le fondateur de l'organisation COVID-19 Save Africa qui a vu le jour il y a environ une semaine pour mener des actions afin de freiner l'évolution de la pandémie en Afrique. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne opportunité de discuter des enjeux et des impacts de cette pandémie en Afrique. Bonjour, merci beaucoup. Donc, c'est Mélina Seymour, je suis la présidente et fondatrice d'Africa Mondo, l'organisation qui a organisé donc, le mois d'Histoire des Noirs en Afrique du 1er au 29 février dernier. Donc, j'arrive effectivement du Bénin avant ce drame d'âme, là, ce drame qui est en train de se passer au niveau mondial. Je suis Adama Consega, donc copropriétaire du restaurant La Calebasse sur rue Miran à Québec, oui. Mais en expatriation depuis quelques années, donc je peux mieux ressentir ici en étant à Cotonou au Bénin ce qui se passe au sujet du coronavirus, ce qui fait que je pense que ce forum était bien indiqué pour un peu vous donner la chaleur d'ici. Nous avons vécu des épidémies quand même dans l'histoire du monde, des pandémies dans l'histoire du monde, et que ce qui nous arrive aujourd'hui est assez inédit dans l'histoire de notre humanité. La pandémie a commencé en Chine, est arrivée en Europe, a traversé l'Atlantique pour s'installer en Amérique. L'Afrique est également touchée, mais pas autant qu'en Europe, en Asie et en Amérique. Et cependant, on redoute que l'expansion de cette pandémie en Afrique nous réserve des surprises désagréables pour un certain nombre de raisons, bien évidemment. Si la situation est grave dans les pays développés, où nous sommes en ce moment, en Amérique, en Europe et en Asie, on peut s'interroger sur la capacité des pays africains à faire face dans l'hypothèse où, évidemment, il y aurait un déferlement sur le continent noir de cette pandémie. On parle aussi d'un éventuel vaccin. On va revenir là-dessus. Un éventuel vaccin qui serait testé en Afrique avec, dans l'interprétation, un paradoxe. Un paradoxe. Là où il y a moins de cas, pour l'instant du moins, c'est l'endroit précis où on parle de tester un vaccin. Nous reviendrons là-dessus. Alors, nous aurons un certain nombre de thématiques autour desquelles on va échanger la parole. Est-ce qu'on peut se réjouir du fait que, pour l'instant, l'Afrique ne soit pas très touchée par la pandémie? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Ibrahim Kone? Bien, merci Georges. Je pense que, effectivement, comme tu l'as dit dans ton introduction, la pandémie a commencé en Asie, ensuite en Europe, et maintenant elle touche l'Amérique du Nord, et maintenant va vers les pays du Sud. Alors, est-ce qu'il faut se réjouir du fait que la pandémie ne prend pas encore de l'ampleur en Afrique? Je pense que non, parce que dans les autres pays où la pandémie a pris de l'ampleur, ça a commencé par des petits chiffres, et les semaines qui ont suivi, les chiffres se sont multipliés. Alors, je pense qu'il n'y a pas lieu de se réjouir, mais il y a plutôt lieu de prendre des mesures pour très vite éviter d'avoir les cas qui se sont déroulés dans les pays comme en Espagne, en France, aux États-Unis, parce que ces pays ne se sont pas vite pris pour endiguer la pandémie. Donc, ce qui me concerne, Très bien, très bien. Alors, on voit très bien que vous mettez déjà au devant cette
question de la prévention, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se réjouir parce que ça peut arriver. Madame Seymour, est-ce que vous avez une approche de cette problématique plus précisément du fait qu'il n'y ait pas encore une expansion en Afrique comme on le voit dans d'autres continents? Comme vous l'avez dit, hein, je pense que vous m'entendez très bien, ce virus a pris naissance quelque part. Donc, l'Afrique a été épargnée jusqu'ici parce qu'il n'y a pas eu tant de voyages que cela par les Africains eux-mêmes. Quand d'ailleurs cette pandémie a commencé à rentrer sur le territoire, c'était des étrangers d'ailleurs, des gens qui avaient circulé et puis après qui venaient, qui avaient séjourné en tout cas en Europe ou ailleurs et qui rentraient d'ailleurs au pays. Donc c'est pas directement en Afrique. Donc Dieu merci, pour l'instant l'Afrique est épargnée. Et la situation se met sous contrôle, en tout cas des informations que nous avons qui nous parviennent. Les informations qui nous parviennent fait effectivement rapport que l'Afrique se prépare, en tout cas, à cet événement-là. C'est vrai que sur le continent africain, il y a un contexte particulier, peut-être qu'on en parlera, Georges. Donc, il faut en tenir compte. Merci beaucoup. Mais je vais quand même aussi poser la question à monsieur Adama Kosega qui est en Afrique en ce moment, qui nous donne un peu le tempo en ce moment en Afrique. Comment est-ce que cet événement est vécu en Afrique, monsieur Adama Kosega? C'est vrai que pour ma part, je pense qu'il ne faut pas crier victoire trop vite. Et la vague, elle va atteindre l'Afrique tôt ou tard, parce que je me rappelle, je partais de Bukavu fin février pour revenir à Cotonou. Bon, ça fait un périple Rwanda, Addis Abeba, jusqu'à Abidjan et puis Cotonou. Et ce qui m'a semblé bien curieux, c'est que à l'escale d'Addis, déjà, on sentait beaucoup plus la crainte de ce virus. J'ai vu tout le monde en masque. Et le temps d'arriver à Abidjan, quand j'étais à l'aéroport, tout le monde me disait « Oh mais non, c'est quoi cette peur-là? Éloigne-nous de ce mal, ça ne va pas arriver ici. » Et maintenant, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un décalage de 3 mois. Ça a commencé fin 2019 en Asie, ça a atteint justement vers fin février l'Europe. Si on fait le même calcul, nos relations sont beaucoup plus poussées avec l'Europe. Donc, mars, avril, mai, il faut s'attendre à quelque chose de plus ample. Parce que le problème avec les statistiques en Afrique, c'est que nous n'avons pas le même dénominateur que certains. Les Asiatiques, les Coréens et autres ont fait des tests très amples, pratiquement de tout le monde. Au Québec, actuellement, ils veulent faire des tests aléatoires. Et en Afrique, ce matin, je disais, le Bénin fait des tests auprès des gens qui sont confinés. C'est-à-dire qu'on a récupéré tous ceux qui sont arrivés à l'aéroport, on les a mis dans un même hôtel et puis on les teste. Donc, ce n'est pas très étonnant que le Bénin ait 26 contaminés à date. Parce que la base de test n'est pas la même du tout qu'ailleurs. Très bien. Merci bien. Mais écoutez, Madame Lydie Kapnong, je vais vous donner la parole également pour vous exprimer là-dessus, mais je vais introduire quand même un élément de réflexion par rapport au parcours même de ce virus-là, que je voulais mettre en rapport aussi avec, comment je peux dire ça, les dynamiques des moyens de transport, le transport aérien. Pourquoi j'introduis cet élément-là? J'aimerais bien aussi écouter votre point de vue là-dessus. On a comme l'impression que la vitesse d'expansion de cette pandémie suit aussi les boulevards aériens. Vous voyez un peu? Les avions qui décollent d'Asie en Europe, d'Europe en Amérique, c'est beaucoup d'avions. Le trafic aérien est très dense.
par rapport à ce qu'il est en Afrique. Moi, je suis du Congo-Brazzaville et je vous assure que parfois, par jour, on n'a qu'un seul vol qui atterrit à Brazzaville. Vous voyez? Alors que je me suis demandé à un moment combien d'avions atterrissaient et décollaient de l'aéroport de Roissy, j'ai eu la réponse. 1600 avions journellement. Donc, vous voyez que le trafic, il est très fort dans ces milieux-là. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une sorte de corrélation avec ces deux phénomènes dans la vitesse, n'est-ce pas, d'expansion de ce virus? Une chose est sûre, c'est que le trafic aérien, c'est un facteur qui est non négligeable dans la propagation de ce virus-là. Et puis, même si on a un seul avion par jour qui atterrit dans notre pays, on a quand même un certain nombre de passagers qui descendent de cet avion-là. Oui. Puis, le social dans notre communauté est beaucoup plus développé. Il n'y a personne dans notre communauté qui va descendre d'un avion puis faire 2-3 jours sans avoir rencontré quelqu'un. Mm-hmm. Donc, la relation, donc au-delà des avions, il va avoir la transmission communautaire que ça va impulser chez nous autres. Parce que s'il y a 200 passagers dans un avion, dans toutes nos familles, on a minimum 5-6 personnes. Mm-hmm. Et si le confinement, la mise en quarantaine n'est pas faite directement à la descente de l'avion, c'est déjà 6 personnes qui sont en contact direct avec le voyageur et qui sont des facteurs de propagation qui vont faire que le chiffre de contamination communautaire s'accroît de façon exponentielle. Donc, je veux dire que le nombre d'avions, oui, ça peut être un facteur, mais c'est pas un facteur à négliger. Parce que même si on ne fait pas partie quotidiennement du gros trafic aérien, on a le deuxième facteur qui va être la contamination communautaire que nous autres, on risque de développer beaucoup plus que les autres communautés. Mais je voudrais simplement appuyer là-dessus parce que la contamination dite communautaire aussi, c'est je pense, une contamination parmi les plus critiques, les plus dangereuses, hein? Parce que ça se fait évidemment au niveau de la communauté. Et quand on voit un peu comment est-ce que nous vivons en Afrique... C'est justement à ce niveau-là que moi j'ai des craintes parce qu'on pense encore que quand on parle de 1000 cas ou de 600 cas, comme 650 cas comme au Cameroun actuellement ou pas loin de là, on pense que c'est très peu, mais pourtant c'est énorme. Parce que ces 650 cas qui sont confirmés, c'est juste une partie de quelque chose qui peut être explosif. Parce que déjà, la mise en quarantaine est difficile. Le confinement personnel ou obligatoire est encore plus difficile. Et puis, notre façon de vivre va faire que ces 650 personnes-là soient capables d'infecter comme toute la population. Donc, c'est vraiment un facteur à tenir très, très à l'œil. Ok, merci beaucoup, Madame Kapnang. Alors, avant de passer à la thématique suivante, je vais encore laisser un petit tour de table pour réagir un peu sur cette question-là. Si vous avez rapidement alors sur Monsieur Ibrahim Koné, je vous vois. Alors, je vous laisse la parole. Je sens que vous avez quelque chose à dire là-dessus. Rapidement, avant qu'on passe à l'autre thématique. Effectivement, Georges. Alors, la maladie est partie de quelque part. Et la maladie a été transportée effectivement par voie aérienne. Si très tôt, l'Europe avait fermé la frontière avec l'Asie, l'Europe serait peut-être épargnée. Au début, les pays africains ont fermé les frontières avec les pays qui ont plus de 50 cas. Mais ça n'a pas empêché que certaines personnes sont rentrées avant. Et là, vous allez voir que partout dans le monde, la plupart des aéroports sont fermés, mais les chiffres continuent de croître. Ça veut dire, comme l'a dit ma collègue Lydie, qu'il y a effectivement un taux de contamination sociale qui accroît également. En Afrique, nous sommes une société communautaire. Tu parles de 5-6 personnes, mais les familles, il y a environ 15 personnes. Et très tôt, on n'a pas pu prendre des mesures drastiques pour de mise en quarantaine des personnes qui sont arrivées à l'accident. Donc, effectivement, les vols aériens, c'était un facteur. Mais actuellement, c'est plus la propagation
d'homme à homme au sein des communautés des mêmes pays, d'une même maison. Et c'est de ça qu'il faut parler maintenant. Très bien. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Kosilla, Madame Seymour. Oui, alors, il n'y a plus rien à dire là-dessus. On a bien compris, évidemment, que les moyens de transport sont un élément très important à prendre en compte dans le mode de propagation de la maladie. Et nous avons commencé par dire que le peu de cas diagnostiqués en Afrique, on avait à se réjouir là-dessus. Je pense que non. Je pense que non, et que l'important qu'on puisse faire, c'est évidemment de prendre toutes les dispositions nécessaires pour endiguer vraiment le déferlement de cette pandémie en Afrique. Alors, la deuxième thématique que je voudrais introduire ici tient au traitement, le traitement médiatique de l'information. Nous sommes sans oublier qu'on est tous paniqués quand même par rapport à cette affaire-là. C'est mystérieuse aussi sur certains bords. Alors, nous sommes informés par tous les moyens. Il y a les médias classiques, traditionnels, que nous connaissons, et à côté, il y a les médias sociaux. Les médias sociaux qui sont accessibles à tout le monde. Nous devenons tous des producteurs de l'information. Nous devons tous, quelque part, des journalistes. On rapporte en temps réel des informations. Et il se trouve aussi que parfois les médias classiques viennent aussi puiser dans les médias sociaux. Donc, c'est deux types de médias qu'on doit prendre au sérieux. Alors, la manière dont la chose est traitée sur le plan médiatique, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer par Madame Seymour. Qu'est-ce que vous en pensez du traitement qui est fait de l'information? Est-ce qu'on est bien informé? Est-ce qu'on est mal informé? On a tout ce qui nous arrive, on avale tout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là, Madame Seymour? Merci beaucoup donc, pour la question, Georges. Si tu peux permettre effectivement juste un tour d'horizon de l'Afrique, parce qu'on parle bien de l'Afrique. En Algérie, on a dénombré plus de 1420 cas à l'heure où nous parlons. Au Mali, il y a environ une quarantaine de cas. Je dis environ parce que ça évolue très vite, comme vous savez. Lydie l'a dit tout à l'heure, au Cameroun, il y a plus de 600 cas, près de 640 en réalité. En Côte d'Ivoire, il y en a 205. À chaque fois, effectivement, il y a moins de 10 morts. En Afrique du Sud, c'est là où on dénombre les cas les plus nombreux, 1686 cas, et on dénombre 12 morts en Afrique du Sud. À Madagascar, on dénombre 80 cas. Au Kenya, il y en a 158. En Égypte, il y en a plus de 1300. Enfin bref, on peut faire le tour d'horizon comme ça. Au Sénégal, il y en a plus de 130. On peut faire le tour d'horizon. C'est quand même important de dire ce qui est. En Côte d'Ivoire, on dénombre un mort. Enfin, au Bénin, on dénombre un mort sur une vingtaine de cas. Vous parlez d'information, justement, puisque nous parlons d'information juste. On parle des médias classiques et des réseaux sociaux. Tout se dit, tout et n'importe quoi. Les fake news sont légion, que ce soit dans les médias classiques, que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc, il faut malgré tout prendre avec beaucoup de prudence ce qui est dit ici et là et marquer un temps d'arrêt essentiellement. Alors, tu dis quelque chose d'intéressant, de très important. On parle de l'Afrique. Moi, je suis resté environ 5 mois au Bénin et j'ai découvert plein de choses, notamment des petites choses toutes simples qu'un Européen, un Américain, enfin quelqu'un qui ne serait n'est pas allé en vacances en Afrique, ne se douterait pas. Si on prend le cas de Facebook, puisque c'est là que nous communiquons aujourd'hui à travers Zoom, sur Facebook, c'est gratuit avec les deux réseaux qui existent, Move et MTN, sauf que ce qui est gratuit, on ne peut pas voir les images. Vous savez comment les gens sont réticents à lire, une fois qu'ils n'ont pas, l'image ne leur parle pas ou quelque chose comme ça, ils n'ont pas accès à tout cela. Donc souvent les gens sont sur les réseaux de façon gratuite et je n'entends pas. Je ne t'entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà. Donc voilà, donc les gens sont sur les réseaux de façon gratuite, donc colportent des informations ici et là en fonction du degré de compréhension. Mais vous savez, on parle de l'Afrique. Les gens sont dehors, ils sont à l'extérieur. C'est pas la même communication. Je suis resté 5 mois au Bénin, j'avais pas de télévision.
J'avais pas de radio chez moi. Le fil d'actualité Facebook que j'ai à Québec, en étant là de retour à Québec, je n'avais pas ce fil d'actualité quand j'étais au Bénin. Il y a plein de... D'ailleurs, je ne voyais pas ce que publiait Diaspo si je n'allais pas chercher ce que Diaspo faisait. Donc, on n'a plus le même fil d'actualité en fonction de là où on se situe. Donc, il y a des problématiques qui sont tout autres, qui n'ont rien à voir avec, entre guillemets, l'accès à la communication qu'on pourrait avoir. Et même quand j'étais au Bénin encore en février, quand on me parlait du coronavirus, je dis, mais c'est bon, de quoi vous me parlez? On est vraiment dans nos affaires à nous, vous me parlez du coronavirus, bon voilà, c'est un truc qui va passer. Donc les gens n'ont pas compris encore l'importance de tout ça. Et en matière de communication, les gens rivalisent d'ingéniosité en ce moment dans les différents pays. Ben, ils font des clips vidéo, les présidents se mettent en scène, comme par exemple au Sénégal. On peut aimer, on peut ne pas aimer, bref. On utilise les modes de communication qu'utilisent les gens. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est clair qu'on parle du continent africain avec ses propres problématiques, son propre accès à la communication, et il ne faut pas faire d'amalgame en disant, oui, bon, voilà, les gens ne sont pas conscients. Bien sûr qu'ils ne sont pas conscients. Bien sûr qu'ils ne sont pas conscients. Donc, comment effectivement porter, il ne suffit pas d'être sur les réseaux en disant, oui, tout le monde est sur les réseaux, etc. Donc, ça se saurait. Combien réellement sont sur les réseaux pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'actualité? Les gens communiquent entre eux, un bonjour, un ceci. Une fois qu'en plus le réseau est souvent flottant, donc en fait ça flotte sans arrêt. Donc une fois qu'on a vu une information, on est déconnecté. On a pris peut-être un fil Wi-Fi quelque part, on est parti, on ne sait pas dans combien de temps encore on va se connecter. Il y a des réalités qui sont propres. Et c'est bien facile d'être dans notre confort et puis de dire qu'on aurait du yak à faucon. Je suis plus connue sous le nom d'artiste de Mive, la Grande Royale. Je suis artiste, musicienne engagée, journaliste et activiste, originaire de la République démocratique du Congo et émergeant à Montréal. Donc, j'embarque dans le même ordre d'idées que ma compatriote tout à l'heure qui parlait de la méconnaissance de cette maladie, par le fait même que elle n'est pas prise au sérieux justement au niveau de l'Afrique. Quand je regarde le cas particulier de la République démocratique du Congo, et plus précisément encore la ville de Kinshasa par rapport aux vidéos qui nous parviennent et de nos confrères et consoeurs que nous voyons, effectivement, on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter dans tous nos réseaux sociaux. Nous avons martelé sur cette inquiétude permanente qui nous guette. Les gens ne saisissent pas la portée de cette maladie. Et le monde aujourd'hui est rendu un village global. Ce qui se passait en Chine s'est passé en Italie d'une manière flagrante. Et les États-Unis aujourd'hui accusent un grand nombre de cas de coronavirus, ce qui est inattendu. Et on voit également des interventions de différents Européens qui s'étonnent du fait que cette maladie a une grande ampleur en Occident, alors qu'en Afrique, alors qu'on s'attend généralement que ce genre de pandémie se fasse en Afrique. Mais les Africains eux-mêmes ne réalisent pas encore que cette maladie est rendue à une échelle internationale et que ça rejoint progressivement l'Afrique. On voit encore des gens qui se saluent par les mains, on voit encore des gens qui ne respectent pas la distanciation sociale, on voit encore des gens qui continuent à se présenter en masse dans des deuils, et on voit encore des gens qui s'entassent dans des bars, dans des restaurants, dans un environnement d'ambiance qui fait que les gens se côtoient encore par le corps. Et il y a de quoi s'inquiéter. La promiscuité, ça, hein, madame, c'est ça? La promiscuité assez forte. Et puis les règles d'hygiène qui sont déjà précaires au niveau de l'Afrique viennent encore accentuer cet état d'inquiétude que nous éprouvons, alors que tout l'Occident, qui est muni de tous les matériels nécessaires et de toute la logistique, s'inquiète même de la carence de ces matériels au niveau de l'Occident déjà. Imaginez si l'Occident s'inquiète, ce qui peut en être de l'Afrique. Donc vraiment, il y a de quoi que nous puissions marteler sur cette réalité, parce que ça va bientôt rejoindre toute l'Afrique. Et quand on va aller encore à un niveau stratégique plus élevé, il faudra vraiment que les dirigeants africains, dont les pays ne sont pas encore atteints, prennent des décisions rapidement, comme l'a fait le Sénégal, par exemple fermer les frontières, empêcher les entrées et les sorties, limiter les maladies pour éviter qu'on meure
en masse. Donc, je pense que le travail des médias que vous faites aujourd'hui, que nous faisons aujourd'hui, d'ailleurs, je salue l'initiative que vous avez prise de pouvoir rassembler les leaders médiatiques pour qu'on martèle davantage sur cette réalité qui va bientôt nous rattraper. Très bien, merci beaucoup. Je vais passer à Monsieur Kosinga pour toujours cette question autour des médias sociaux, parce que c'est le canal finalement qui nous est accessible à tout le monde. Vous êtes en Afrique alors. Quel est le niveau de couverture en termes de médias sociaux en Afrique? Est-ce que vous pensez vraiment que tout le monde a l'information par ce canal-là, Monsieur Kosinga? Bon, en fait, c'est simple, hein. Je vais plutôt renforcer ma collègue Madame Zemmour parce que ce qu'elle a dit, c'est son ressenti dans les villes. Mais le biais médiatique, il est beaucoup plus grand que ça. Okay. Dès que tu quittes Cotonou et que tu regardes à 10 km de la ville principale en Afrique, je parle de Cotonou, Ouaga, pareil, et Abidjan aussi, les médias sociaux disparaissent pratiquement. Les gens n'ont pas cet accès-là aux médias sociaux. Ils sont moins connectés. Nous, on a l'impression d'être submergés d'informations, mais il y a plutôt une rareté d'informations dans nos villes et dans nos villages. Ce qui fait que les gens, ils ont du mal à croire à la réalité de la chose, tant qu'il n'y a pas de décès autour d'eux. Donc ça amplifie encore ce problème d'accès à l'information. Mais ce que je trouve merveilleux ici, puisque la nature a horreur du vide, et les artistes, notamment les musiciens, dans chaque pays africain aujourd'hui, se sont mis à l'œuvre et ça communique très fort, très bien. Il y a des bonnes vieilles méthodes qui refont surface, les voitures reprennent d'assaut les rues et puis avec un haut-parleur, ils donnent l'information. Donc, ce n'est pas un vide total, mais vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas une mise à jour de l'ego tous les jours à midi ici, ou de talons. Mais en dehors de nos villes, il y a un problème. Moi, je trouve que ce qui fait le plus mal en Afrique, probablement, c'est la fake news. Les fake news, ça tue plus que les médias sociaux parce que vous allez entendre du tout. Et aujourd'hui, on vient de démentir une solution qui avait été popularisée. Tout le monde courait vers Happy Virine et puis qui était une solution curative développée par un Béninois et un Burkinabé. Et le gouvernement burkinabé vient de dire que l'efficacité n'est pas du tout fondée, vous voyez. Et les gens, ils sont tous là-dessus parce que les médias sociaux, ceux qui ont accès aux médias sociaux ont ces informations-là. Donc, ça fait beaucoup de mal, les fausses informations sur les statuts WhatsApp et ainsi de suite. Alors, juste une précision, si tu peux me permettre. Madame Zemmour, allez-y. Après, je vais donner la parole à Monsieur Koné également. Et à Madame Kapnang, allez-y. Merci beaucoup. Je ce que dit Monsieur Akosenga. Ça me fait sourire aussi parce que les fake news viennent de partout et c'est pas parce que le gouvernement l'a dit que la pilirine n'est pas bon non plus. Donc voilà, on sait comment ça fonctionne aussi. Donc c'est pas parce que le gouvernement a dit ça que c'est pas bon. Chacun a ses intérêts partout. Et en réalité, effectivement, il y a des solutions africaines. Il y a en Afrique, effectivement, il y a la médecine traditionnelle qui est forte et puissante. Et les Africains ont raison de se baser là-dessus. Et c'est vrai, effectivement, là, on a balayé le fait que le médecin béninois, d'ailleurs, avait trouvé cette solution pour nous parler des grands labos. D'ailleurs, il y a 40 ans, à Québec, on ne parle pas du tout des solutions qui sont préconisées en Afrique. On parle par contre des grands laboratoires pharmaceutiques des États-Unis. Donc voilà, donc les fake news, ça vient partout. Et dans cette affaire-là, il faut pas être naïf. C'est aussi la guerre des chiffres. Et là-dedans, chacun essaye de tirer la couverture à soi, etc., etc. Aussi une chose, on n'a qu'à le voir, Georges, sur le tarmac, les plus grands voleurs aujourd'hui, les plus grands délinquants, ce sont les Américains. Quand ils font de la surenchère sur les tarmacs des aéroports pour pouvoir piquer des masques,
les masques, c'est grave. Alors, a fortiori, quand on parle de solutions comme la pivirine, etc., la chloroquine et tout ça, vous avez vu la décharge qu'on a donnée au docteur Raoult, le docteur français, parce qu'il avait préconisé quelque chose et qu'il a dit, effectivement, voilà, depuis une trentaine d'années, les Africains utilisent ceci, cela, on l'a incendié avant de revenir en disant oui, peut-être que c'est bon, etc. Donc, en fait, les fake news viennent de partout. Les Africains doivent se concentrer sur les solutions africaines en termes de médecine qu'il faut. C'est clair qu'on n'aura jamais le même niveau de confinement parce que les réalités sont différentes et que quand on se réveille le matin, on va chercher un peu de sous pour savoir qu'est-ce qu'on mange le midi, le soir ou même le lendemain matin. Donc, quand tu demandes à quelqu'un de se confiner chez lui, tu le vois à la mort. Tu lui demandes de préserver les autres, de se préserver pour ne pas mourir du Covid-19. En même temps, il va mourir de faim. Donc, en fait, il y a des solutions qui doivent être données et j'en termine là pour laisser la parole aux collègues. J'en termine là pour dire, oui, les gouvernements ont une responsabilité. Cette responsabilité, effectivement, ça participe de l'organisation et de la coopération qu'il faut mettre en place avec les producteurs, enfin bref, avec tous les services nécessaires de l'État et des gens qui pourront faire vivre, donner des denrées alimentaires, etc. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, on meurt tous les jours de faim en Afrique, tous les jours. Absolument. Mais c'est très bien, je pense, de toute façon, il y a une thématique autour de la prévention, on pourra continuer un peu ce débat-là. Monsieur Ibrahim Koné, pour continuer un peu sur cette question médiatique-là, on voit l'importance des médias sociaux en Afrique, même si en dehors des grandes villes, évidemment, ça se réduit, mais il y a aussi une dimension économique aussi à ces médias sociaux-là. Hein, il y a une dimension économique et une dimension aussi technique aussi. Comment on appelle le débit, là, le haut débit et tout cela. C'est autant de freins, je pense, qu'il y a dans le partage de la bonne information. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Koné? Bien, merci, Georges. Effectivement, la guerre contre le coronavirus, c'est aussi une guerre de l'information, de la gestion de l'information. Et j'ai bien aimé ton introduction. Nous sommes à l'ère des médias intégrés où les médias classiques puisent l'information sur les médias sociaux et les médias sociaux également s'inspirent des médias classiques. Mais sauf qu'à pareille circonstance, il faut identifier les vraies sources d'information. Pour gérer les fake news, il faut identifier les vraies sources d'information. L'État, en pareille circonstance, doit mettre en place des stratégies de gestion de crise. Ça marche très bien dans les pays occidentaux. On voit généralement le président ou le directeur de la santé publique ou le ministre de la Santé tenir à chaque jour des points de presse pour informer la population. C'est en les informant comme cela qu'on parvient à réduire l'effet des fake news. Et bien entendu, la force des réseaux sociaux, c'est le fait que les gens ont la possibilité de se constituer eux-mêmes en médias et à personne de référence. Tantôt, tu parlais du volet économique, mais c'est ça, c'est une quête à la visibilité. Chacun veut donner une information pour se donner un aide important au-delà de l'aspect technique. Alors, ce qu'il faut faire, il faut adapter la gestion de l'information en Afrique. En Afrique, nous avons nos modes. J'ai mon collègue Akosenga qui parlait des artistes. Il y a les véhicules qui font les véhicules avec des affiches pour communiquer l'information aux populations. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut utiliser tous les moyens de communication adaptés en Afrique pour gérer les fake news. Parce qu'il ne faut pas se faire avoir. Hier, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il y a un centre de coronavirus qui a été détruit dans un pays africain. Parce que la population se sont dit pourquoi on vient installer le centre au milieu à côté des habitations. S'il y avait eu une gestion d'information au préalable, c'est sûr que ces personnes ne seraient pas apprises à la situation au centre. Donc, il est important, comme le dit la collègue Seyimou, que nos dirigeants établissent qu'ils prennent vraiment le lead dans ce dossier. On a besoin d'un leadership. Donc, que les dirigeants prennent le leadership, organisent adéquatement la gestion de l'information, de sorte que les populations soient très informées. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent en Afrique sur les modes curatifs de la pandémie, de la maladie. Il y a certains qui pensaient d'ailleurs que c'était une maladie qui ne pouvait pas atteindre les Noirs. Mais non. Donc, il faut communiquer, il faut dénicher ces forces d'information-là et les contredire chaque jour. Il y a des pays ici au Canada,
Il y a des personnes qui sont là essentiellement pour répertorier tout ce qui est fausse nouvelle et apporter des démentis. Il y a des personnes qui facilement arrivent à identifier des images et à annoncer comme c'est une vraie nouvelle. Mais non, souvent il faut prendre l'image, aller sur Google, vérifier si c'est vrai. Donc il faut communiquer aussi cette manière de vérifier la véracité de l'information aux populations et surtout à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, parce que c'est de là que ça part. Oui. Donc, très bien, là, on voit très bien que vous mettez en évidence ce manque de leadership politique face à une situation très grave et qui risque de l'être davantage, vous voyez. Et c'est bien. On va passer, avant de passer à l'autre thématique, je vais revenir un peu sur Madame Kapnong. Bon, sur ces médias sociaux, des informations qui nous viennent par-ci, par-là, on entend pas mal de choses sur les méthodes, les bonnes méthodes qui guérissent la maladie. J'entendais par exemple, certains d'entre vous également, certainement, la pipithérapie. La pipithérapie, on l'a su, on l'a entendu là aussi. Réveillez-vous le matin, prenez un verre de votre propre pipi et buvez-le. Dans les jours qui viennent, vous serez guéri. Alors, qu'est-ce qu'on pensez de tout cela? Je pense que dans nos pays, cette pandémie-là, dans la communication, ça va être une guerre politique. Parce qu'il y a une relation de confiance qui existe entre les populations puis les pouvoirs publics. Oui. Et dans beaucoup de pays, cette relation de confiance-là est brisée ou détruite. Fait que les pouvoirs publics sont taxés pour ne pas donner la bonne information par la population et la population n'écoute pas toujours ce que les pouvoirs publics disent parce que on juge que c'est pas la bonne information, parce que, comme on dit chez nous, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Le gouvernement qui donne pas toujours la bonne information parce que ça les arrange pas. Fait que entre les fake news qui circulent sur Facebook, sur WhatsApp et autres, il y a personne vraiment pour venir donner la mesure du juste milieu, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, c'est là-dessus qu'on risque de se détruire parce qu'on va partir à croire à tout et à n'importe quoi. Maintenant, pour ce qui est des différents traitements qui sont avancés sur Facebook, moi, je fais confiance à la médecine traditionnelle, puis à nos traitements naturels. Même si ce n'est pas scientifiquement prouvé, je ne sais pas qu'est-ce que ça apporte de mal à un citoyen de boire du jus de gingembre ou toutes les tisanes qu'on recommande. Il n'y a rien de mal à ça, à mon avis. Madame Kapnong, sans vous couper, j'ai bien parlé de la pipithérapie. Hein? La pipithérapie qu'on a vue sur les médias sociaux, c'est-à-dire boire ses propres urines, par exemple. Je ne vais pas m'avancer sur la pipithérapie parce que c'est quelque chose qui avait déjà, il y a quelques années, été démenti par des scientifiques parce qu'on nous a prouvé que notre pipi est un poison, parce que notre corps le rejette, donc il ne saurait pas être un médicament pour une quelconque maladie. Fait que là-dessus, personnellement, je ne l'essayerai pas. Je ne partagerai pas une information pareille parce que si ça avait été faux pour les autres thérapies, en attendant qu'un autre scientifique nous prouve que c'est vrai pour le coronavirus, je ne m'aventurerai pas là-dessus. Mais pour ce qui est des traitements naturels et de toutes les autres concoctions, je ne le balayerai pas d'un coup de la main parce que, comme Elina le disait tantôt, pourquoi toutes les recherches que les scientifiques et tous les autres chercheurs africains avancent, personne ne les commente? Il y en a un que j'ai vu aujourd'hui ou hier qui affirmait avoir soigné 50 personnes. Mais c'est balayé d'un revers de la main. Personne ne lui demande qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a essayé. On a des cas dans des pays, qu'est-ce que ça nous coûte de prendre son médicament puis l'essayer sur 50 personnes supplémentaires. Déjà qu'on n'a pas les mesures nécessaires dans nos pays. Au Cameroun, on parle de 14 lits avec assistance respiratoire. Sur 650 cas qu'on a, si ces cas-là deviennent intensifs et qui ont besoin d'assistance respiratoire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'ils vont tous mourir. Donc, en attendant que ça devienne aussi problématique, on pourrait tester quelques-uns de ces cas-là, puis ou tout simplement les étudier afin de ne pas les balayer comme ça d'un revers de la main. Absolument. Je veux simplement, pour terminer avec ce point-là, dire que
nous avons une très belle pharmacopée en Afrique, hein, ça c'est clair et net. Nous avons si on ne l'étudie pas, pharmacopée qui donne des bons résultats, et ce serait peut-être l'occasion aussi de bien cristalliser cette science africaine dans l'art de traiter nos malades aussi, parce que la médecine occidentale aussi s'est beaucoup inspirée, n'est-ce pas, de nos médecines traditionnelles en Afrique. J'espère, je le souhaite de tout mon cœur que le fait d'être toujours attendre que la solution vienne d'ailleurs ne nous fera pas défaut, parce que cette médecine traditionnelle-là a fait ses preuves. On ne perdrait rien, même si on ne l'exporte pas. Si ça nous suffit à nous soigner nous-mêmes, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans, même si ça ne devient pas internationalement reconnu. Si ça nous suffit à guérir nos quelques cas qu'on a, ce serait la bienvenue. Mais vraiment, arrêtons d'attendre toujours que la solution vienne d'ailleurs. Oui. Étudions nos propres solutions, ça pourrait nous être salutaire. Mais je pense que là, vous mettez les doigts sur un enjeu essentiel. Si l'Afrique, je pense, est dans la situation où elle se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire dépourvue face à des situations difficiles comme ça, c'est bien parce que nous n'avons pas mis en valeur notre science à nous, parce que elle est d'abord née en Afrique, hein, soit dit en passant. Alors, ça me permet de passer à l'autre thématique qui se rapporte aux équipements. Parce que l'hécatombe annoncée, s'il devait arriver, je pense que c'est quand même par rapport à une faiblesse manifeste de notre système de santé, de nos politiques médico-sociaux et de notre manque criard des équipements. Là, en tout temps, vous avez parlé des respirateurs. Nous avons parlé de toutes ces choses-là qui, aujourd'hui, en cas de crise grave, on a besoin d'un respirateur. Avons-nous un seul hôpital dans notre Afrique qui en contient 2, 3 ou 4, de sorte à faire face, n'est-ce pas, à la déferlante, entre guillemets, dans l'hypothèse, dans ce scénario catastrophe qu'on ne souhaite pas du tout en Afrique. Peut-être qu'on va écouter Madame la Grande Royale. La Grande Royale, dites-nous un peu, je pense que je le prononce bien, hein? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau, au niveau du manque criard des équipements en Afrique? À qui la faute? Comment vous poussez un peu la réflexion sur ce cas-là, et on va distribuer la parole avec les autres également. Bon, évidemment, ça c'est un sujet récurrent. Donc, nous le savons, nous tous, que ce problème, c'est un problème sérieux de gestion au niveau de l'Afrique. Toute l'Afrique en général a ce sérieux problème d'infrastructure médicale, mais dans tous les domaines. Nous avons ce sérieux problème. Nos propres dirigeants quittent leur pays pour aller se faire soigner ailleurs. Maintenant, avec le coronavirus, Dieu merci, beaucoup sont aussi confinés, ils ne savent pas comment ils vont bouger. Évidemment, ceux qui bougent, c'est seulement ceux qui peuvent prendre leurs avions médicalisés. Encore faut-il qu'ils soient reçus en Occident, où ils sont débordés eux-mêmes. Donc, monsieur Georges Goma, vous pouvez le comprendre que c'est un problème sérieux. Aujourd'hui, on est en train de crier partout que nous n'avons aucun matériel. Ça, c'est vraiment logique. À mon avis, on ne devrait pas s'attarder sur ça. On devrait plutôt aller chercher, on devrait plutôt aller nous questionner sur la manière dont nous pouvons remédier à ce problème qui est déjà connu de tous. Même les enfants, nos enfants qui naissent en Occident, qui grandissent, savent que nous avons de sérieux problèmes en matière d'infrastructure en Afrique. Par contre, j'aimerais revenir un tout petit peu, si vous me le permettez, absolument, sur les solutions médicales proprement africaines, comme l'a préconisé tantôt Madame Lydie Kapnang lorsqu'elle parle de notre propre médecine. Pourquoi ne pas développer ces éléments-là en mettant bien entendu un bémol sur l'automédication abusive. Comme je vous parle là, en République démocratique du Congo, en Kinshasa particulièrement la capitale, nous avons avec ce problème de coronavirus vécu un deuil et un drame dans une famille où une mère a purgé ses 2 enfants avec des feuilles que nous appelons Congo Bolo.
Bololo. Ce sont des feuilles amères qu'on utilise aussi dans d'autres pays comme le Cameroun pour le ndolé. En fait, ce sont des feuilles de ndolé qu'on mange, mais ces feuilles-là, chez nous, en République démocratique du Congo, servent aussi de cure préventive contre l'immunité, pour renforcer l'immunité de toute une famille. Donc, on peut bouillir ces feuilles-là et puis boire cette eau en de petites quantités une fois par semaine. Ça, c'est ce que j'ai vu quand je grandissais, ce que ma mère faisait. Qu'est-ce qui est arrivé? Cette dame, avec les réseaux sociaux, tout ce qu'elle a entendu, elle a purgé ses 2 enfants avec ces feuilles-là en y ajoutant du citron. Et les 2 enfants sont morts sur le coup. La maman a été mise en prison. Vous voyez jusqu'à quel point l'automédication abusive peut entraîner des cas de mort, alors que si c'est encadré, nous avons la possibilité de pouvoir utiliser notre propre médecine, mais à bon escient. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est lorsque nous parlons de valoriser nos propres produits. Malheureusement, nous allons encore recourir soit à nos propres dirigeants qui montrent leur incapacité jusque-là à pouvoir résoudre les problèmes des Africains, ou encore nous allons recourir à nos bourreaux. Quand je parle de bourreaux, je parle de l'Occident et je parle de toutes les mains mises des Occidentaux sur l'Afrique. Lorsque nous allons leur demander des choses, nous savons très bien que la main qui donne est la main qui nous dirige. Mais chaque fois, nous recourons encore à ces mêmes Occidentaux qui nous exploitent lorsque nous avons besoin de soutien pour les problèmes qui nous concernent nous-mêmes en Afrique. Parce que qu'est-ce qui arrive? Nous, Africains, nous sommes très forts pour donner des propositions. Nous sommes très forts pour critiquer, positivement comme surtout négativement. Mais nous ne sommes pas forts quand nous devons nous asseoir, créer notre propre fonds, mettre notre propre argent et soutenir nos propres initiatives. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais profiter de cette plateforme. Pourquoi pas? Pour vous informer que nous avons lancé un fonds des patriotes africains. Ça, c'est un fonds d'investissement que nous sommes en train de préconiser en visant $1 milliard pour 10 000 Africains qui s'engagent dans un premier temps, de manière à ce que nous soyons en mesure nous-mêmes de nous asseoir et de définir nos besoins et de ne pas attendre toujours que nous soyons dans un état émotif où nous allons décrier partout avec des manifestations, mais sans force financière solide. Je pense que ça pourrait être un début de solution que nous pouvons préconiser pour l'Afrique. Ça prend des fils et filles d'Afrique sérieux qui s'engagent, des gens loyaux, des gens transparents, qui sont en mesure de rendre compte et qui sont en mesure de montrer vraiment comment cet argent entre et comment cet argent pourra être servi pour l'Afrique. Pourquoi ne pas constituer notre propre fonds monétaire international? Pourquoi ne pas fonctionner à l'idée de l'ONU en main avec des fils et filles d'Afrique où nous pouvons mettre notre propre argent et résoudre nos propres problèmes? Pourquoi ne pas devenir notre propre lobbying pour soutenir nos propres actions en Afrique? Nous avons vu des médecins africains qui ont préconisé justement le traitement de nos produits, malaria, tout ça là, qui ont été tués. Il y en a d'autres qui ont été bannis de leur ordre professionnel. Pourquoi? Parce qu'ils auraient contrecarré la vente des produits pharmaceutiques européens en Afrique. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas une force financière. Nous ne sommes pas une force et nous dépendons chaque fois des autres. Je pense qu'il est temps pour nous de réfléchir et d'embarquer dans un projet de création d'un fonds à long terme, comme ce que nous venons de créer, pour pouvoir donner cette fierté à l'Afrique. Écoutez, la Grande Royale, ce que vous avancez là, je trouve d'une pertinence extraordinaire, parce que vous voyez très bien que vous touchez même des enjeux géostratégiques là, hein, géostratégiques et géopolitiques. Vous voyez un peu jusqu'où ça peut nous mener. Et là, c'est l'occasion pour moi de dire quand même qu'il y aura un après Corona, quand même, coronavirus, il y aura un après Covid-19 dans la redéfinition ou de repenser un peu un certain nombre de choses là. Hein, ce que vous dites est très important, la logique des lobbyistes et tout cela, les enjeux pharmaceutiques et tout le tralala.
ça rentre dans ce cadre-là. Alors, je vais me tourner un peu vers M. Ibrahim Koné, là, sur, nous parlons des équipements, nous parlons de la situation de délabrement de nos hôpitaux, de nos centres médicaux et ainsi de suite, de la responsabilité des pouvoirs publics à ce niveau-là. Parce que, comme je l'ai dit au départ, s'il y a hécatombe, ça sera par rapport à cette question-là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, M. Koné? Merci, Georges. Effectivement, c'est notre inquiétude. On craint que la pandémie se propage davantage en Afrique parce que nous n'avons pas les équipements nécessaires pour prendre soin des malades. Dans les pays occidentaux, c'est comme ça. C'est la course aux équipements. Et ça pose plusieurs questions. On a vu 2 États en tout cas, se prendre des cargaisons de cache-nez, de masques. Et donc, il y a eu une lutte continuelle aux équipements. Il y a plusieurs pays qui ne se sont pas spécialisés dans des respiratoires, dans plusieurs équipements qui seront utiles présentement. Alors, c'est le moment pour les pays africains de prendre leur souveraineté au niveau des équipements médicaux, du moins ce qu'ils peuvent mettre en place. Les masques, il y a des personnes qui s'organisent pour créer des masques. Donc, c'est le moment de créer davantage. J'ai bien aimé l'intervention de la collègue Mivelu qui pose effectivement un enjeu stratégique. Et c'est le moment que le pays africain de se décider, de commencer également, parce que cette crise-là, ça va impacter non seulement le volet économique, ça va impacter les entreprises africaines. Donc, les entreprises africaines qui, en confinement, ne sont pas en mesure de travailler, mais ces entreprises, ces usines peuvent s'ériger en organisme pour fabriquer des équipements. Ça va venir, les chiffres vont grimper et la question va se poser et c'est là que l'Afrique sera encore pénalisée parce que ces puissances-là, qui ont des centaines de milliers de cas, ne vont pas nous fournir ces équipements et laisser les pays. Il y a une guerre entre les puissances pour l'équipement. Et il faut que l'Afrique s'organise pour gérer cette question-là. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant, actuellement, il y a des équipements qui ne sont pas encore à pénurie. Les masques, donc les couturiers, il y a des personnes qui peuvent s'organiser pour les fabriquer en masse. Voilà. C'est comme ça que nous allons faire face à cette crise-là. C'est aussi une guerre stratégique, c'est ça, la course aux équipements. Il faut la faire maintenant, là, faire du stock dès maintenant, permettre également, parce qu'on parle d'équipement, on parle aussi des endroits pour accueillir les malades. Donc, tout de suite, multiplier ces espaces et réquisitionner les stades pour faire des installations de sorte qu'on soit en mesure de les accueillir. Donc, et là, c'est le moment d'identifier aux dirigeants africains de faire des projections, voir combien de personnes ils peuvent accueillir, combien de personnes peuvent tomber malades dans 3 ou 4 semaines, ça se fait dans les pays occidentaux, et prévoir tout de suite l'équipement de sorte que pendant la période de confinement, qu'on puisse gérer tous les cas malades. Parce que quand on sera en panne d'équipement, c'est ce qui va générer encore une propagation du virus. Et il faut le prévoir dès maintenant. Très bien. Mais, Madame Seymour, vous avez une grande activité en Afrique en ce moment avec votre organisation, je crois, c'est Africa Mondo, c'est ça? Oui, en fait, on a tenu du 1er au 29 février le mois de l'histoire des Noirs pour la première fois dans 7 pays africains et moi j'étais particulièrement au Bénin. Par rapport à votre question, en fait, c'est pour ça que je félicite Madame et toutes les personnes en fait qui vont mettre en place des crowdfunding, enfin bref, toutes sortes de choses. C'est très positif et constructif, on ne peut qu'encourager, mais on a déjà vu tellement d'initiatives de ce genre que c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut être conscient aussi d'une chose, tant que les Africains, et je parle de tous les Africains, afrodescendants compris, d'accord, ne se mettront pas ensemble et ne vont pas parler d'unité, ben ça n'ira jamais très loin. Et en fait, la plupart, malheureusement, de ces structures sont détruites après par les mêmes personnes qui y entrent. Hélas. Donc, on a tellement d'exemples comme ça. Effectivement, il y aura un avant et un après. Je ne suis pas certaine que l'après sera meilleur que ce qu'on avait avant, sincèrement. Ceci dit, je pense que bon, le monde meilleur, machin, tout ça, moi je ne crois pas du tout. Je vous dis, quand vous avez des Américains qui, en période justement de crise, font de la surenchère pour acheter des masques pour leur population, je ne vois pas quel après positif qu'on aura. Par contre, oui, c'est un défi pour le continent africain. Vous avez posé la question tout à l'heure à Madame, Madame la Grande Royale, en disant
effectivement, qui sont les responsables, tout ça. L'heure n'est pas, même si je comprends, Georges, ta question, l'heure n'est pas à chercher les responsabilités. On connaît l'état de l'Afrique et on connaît l'état, effectivement, des dirigeants d'Afrique. Maintenant, quelles sont les solutions? Moi, je crois beaucoup, mais beaucoup. Je crois même plus en ça que des Africains même qui vivent à l'extérieur. Je crois beaucoup en la diaspora. Parce que justement, pour ceux qui sont nés sur le continent, vous êtes partis. Donc, vous voyez l'ailleurs, vous connaissez autre chose que ce qui est effectivement dit dans les médias et vécu sur le terrain, etc. Je crois beaucoup que la diaspora, encore plus après cette épidémie, ou même pendant, a un rôle à jouer, a un rôle fondamental à jouer dans la construction et l'évolution, effectivement, de l'Afrique avec les Africains du continent. Maintenant, reste à savoir comment ça peut s'organiser et se mettre en place pour que ce soit durable. On va entendre, et on entend déjà toutes sortes d'initiatives possibles, imaginables, qui pourront peut-être être des coups d'épée dans l'eau. L'important, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, ou même des choses qui avaient déjà commencé. Qu'est-ce qu'on renforce comme activité ou comme action, et qu'est-ce qu'on met en place justement pour que ce soit durable. C'est pas un coup, c'est pas un temps. Une solidarité, elle se met en place pour pouvoir durer aussi dans le temps, parce que les défis sont grands et nombreux sur le continent. Dans tous les pays africains, il n'y en a pas un qui est en marge. Donc, qu'est-ce qui se fait réellement, et pour ne pas faire un coup comme ça pour dire, bon, on fait les choses, etc. On sait très bien. Madame Seymour, je vais vous couper, vous laisser continuer sur cette lancée. Vous avez dit quelque chose qui est très important. Ce qui serait intéressant, c'est que nous partageons cette parole-là en réagissant sur ce que les uns et les autres disent. Vous mettez en évidence la réalité diasporique, la diaspora. Mais bien évidemment, la diaspora, c'est un élément, c'est un acteur très important dans les changements que l'on peut penser pour l'Afrique. Mais vous savez aussi qu'il y a une dimension politique à cette diaspora. La diaspora, c'est depuis un certain temps constitué comme une force politique. Ce n'est plus une seule simple diaspora militante comme c'était avant, vous voyez. Macron, tout dernièrement, a reçu les Africains de la diaspora. Donc, il y a une influence aussi sur le jeu politique, parce que pour que les choses changent, il faut qu'il y ait une volonté politique forte pour que ça puisse changer. Or, cette volonté, vous dites ne pas critiquer, d'accord, mais la réalité qui est là, c'est que les budgets liés alloués à la santé, c'est toujours la portion congrue de tout. S'il n'y a pas un bon budget pour la santé, on ne peut pas évidemment équiper nos hôpitaux, on ne peut pas faire face. Et donc, cette diaspora aussi commence par rapport aux politiques. Je vous laisse la parole. Maintenant, Georges. D'accord? La situation, on la connaît. Ça sert à quoi de critiquer l'hôpital quand l'hôpital est déjà presque au cimetière? Ça sert à quoi? Moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Et quand je parle de critiques, pour moi, ces critiques-là, elles sont stériles dans le sens où, aujourd'hui, étant dans la diaspora, nous, pour la plupart, là où nous sommes au Québec, et puis il y a M. Akonsenga qui, lui, est à Cotonou en ce moment, nous sommes tous au Québec, là. On est tous dans notre confort, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Avant et même avant, parce que je ne sais pas maintenant qu'on se réveille, hein, si tu nous interroges, toi-même tu es quelqu'un de très actif, tu fais énormément de choses, je comprends cette dimension politique qui te touche personnellement compte tenu de tes propres activités. Je dis simplement, effectivement, oui, il y a cette dimension politique, mais tout le monde ne fait pas de politique au sens d'être élu. Il y a des politiques qui sont sociales, il y a des politiques, il y a toutes sortes de politiques. Donc du coup, c'est pas, oui, sur le continent comme à l'extérieur, même ceux qui viennent faire des études ici, moi j'en suis quelques-uns, mais vraiment overdose sur ça, que politique pour être élu. Quelles sont les solutions de façon stratégique qu'on met en place pour pouvoir faire? Madame, par exemple, elle laisse le fond. Est-ce qu'on peut dire que c'est politique ça? Non, c'est une action politique au sens noble du terme où elle veut réunir, et c'est tout à son honneur et qu'il faut encourager, elle veut réunir des gens de la diaspora un peu partout pour dire créons un fonds pour pouvoir faire des choses. Cette idée n'est pas nouvelle en soi, donc c'est une initiative malgré tout qui est positive et qui mérite d'être encouragée. Quand on dit de faire des masques, c'est aussi vrai sur le continent africain que c'est vrai en Guadeloupe, en Martinique, enfin bref, partout ailleurs. Quand on dit effectivement, même en France, on a... Je comprends bien. On a fermé la dernière usine qui faisait des masques. Donc les défis sont partout et ils sont mondiaux.
D'accord, merci beaucoup. Merci, Madame Seymour. Mais je vais laisser Monsieur Akossinga de réagir encore là-dessus parce que, mais bien sûr, on comprend bien votre coup de gueule, Madame Seymour, mais quand on introduit la dimension politique, c'est aussi de laisser la liberté aux gens qui sont dans la diaspora d'aller faire des choses en Afrique. Il y a des exemples qui sont les gens là-dessus où les gens de la diaspora ont été empêchés de faire ce qu'ils pouvaient faire en Afrique. C'est surtout sur cette dimension que je parlais. J'introduisais la dimension politique de la chose. C'est pas pour s'éterniser sur des affaires politiques en tant que telles. Laisser la liberté aux gens de la diaspora de repartir en Afrique et de faire des choses. Monsieur Kossinga, Merci, Monsieur Goma. Et je pense que mes collègues autour de la table ont pas mal fait le tour sur ce sujet. Oui. Il reste que, si je peux ajouter un grain de sel, c'est que rapidement, sur le front de l'équipement hospitalier, je pense que tout le monde est d'accord autour de la table. Il y a un certain dénuement au niveau de nos hôpitaux en Afrique, qui fait qu'on n'est pas préparé à distribuer des appareils respiratoires à tout le monde. On va espérer le meilleur, mais ce n'est pas sur ce front-là que l'on fera la différence. Par contre, il y a toujours de l'optimisme. Moi, je fais partie de cette diaspora-là et donc j'ai un recul pour regarder les choses. Je pense que et ce que je vois ici, c'est que la plupart, la grande majorité des États africains ont eu une riposte vraiment à la hauteur. Et probablement avec la coordination de l'OMS, mais ils ont pris tout de suite les mesures qui s'imposaient, pas beaucoup plus tard que les pays développés d'ailleurs. Peut-être qu'on aurait pu réagir de façon plus préventive, mais les États ont quand même vraiment réagi. Rien que ici à Cotonou, à partir de minuit aujourd'hui, tout le monde doit être en masque pour sortir. Ça, c'est le premier volet qui est de l'ordre positif, les États font leur part. Et le deuxième volet, c'est, oui, on a dit tout le monde doit avoir des masques demain, mais ça vient d'où? Oui, c'est bien beau. Alibaba a distribué environ 20 000 masques à chacun des pays africains pour faire face, mais ça ne suffira jamais. Donc, du coup, il y a une société civile derrière. Les tailleurs du coin se sont mis, en suivant les recommandations en la matière, ils se sont mis à confectionner des masques locaux qui vont pouvoir servir du monde. Le troisième volet, c'est peut-être au niveau aussi de la santé. Je suis loin de dire qu'il y a un dénuement au niveau de la réaction de nos chercheurs. Non, au contraire. Il y a beaucoup de choses qui se passent localement et puis que de dehors, les médias ne parlent pas, mais qui sont réelles. Moi, je prends le centre Muras, par exemple, qui est un centre régional basé au Burkina. Ils sont sur 2 ou 3 protocoles de recherche et bientôt ils vont pouvoir en dire des choses, y compris la chloroquine, y compris la pivirine. Seulement, il faut que ces choses-là soient... La santé, c'est de la science et il faut que ça soit encadré en conséquence. Rajoutez, M. Kossinga, rajoutez l'Institut Pasteur du Sénégal aussi qui fait parler de lui aussi, hein? Par exemple, il y a des choses qui se passent et puis peut-être que la solution viendra localement. Ok, très bien. Alors, je pense que Monsieur Koné s'agitait un peu, je t'ai vu. Vous avez quelque chose à dire peut-être rapidement avant qu'on passe à une autre thématique. Madame Lydie Kapnang également, si vous avez quelque chose à rajouter, je vous laisse un petit temps pour ça. Merci. Ok, alors Monsieur Koné, ensuite Madame Kapnang. Oui. Merci Georges. Je pense qu'effectivement, c'est une cause qui intéresse la diaspora et la diaspora doit se mobiliser. Et c'est dans cette optique que nous avons mis en place l'organisation COVID-19 Save Africa. C'est un groupe, vous pouvez aller sur Google, vous allez le trouver, qui regroupe des ressortissants africains partout dans la diaspora et des personnes qui résident dans les pays africains. Donc, c'est ensemble que nous devons mobiliser et d'autant plus que cette diaspora-là vit dans des pays qui ont vécu cette crise, qui ont vécu des phases très graves de cette crise. Donc, ils sont en mesure de donner de l'aide, d'expliquer comment ça se passe, d'expliquer l'évolution, de convaincre leurs parents dans les pays africains de la réalité de cette pandémie. Donc, ensemble, au sein de ce groupe, nous continuons nos actions
Demain, il y a une rencontre où nous allons mettre en place le plan d'action et aller ratisser au maximum pour soutenir le gouvernement. Il n'y a pas que le gouvernement qui peut faire le travail, mais il faut que la société civile se mobilise. Et là-dessus, la diaspora et toute, en tout cas, je fais lancer un appel en même temps à tout le monde de venir nous rejoindre au sein de cette organisation afin de soutenir les initiatives au niveau local ou aussi développer des initiatives pour freiner la propagation de cette pandémie. Très bien. Madame Kapnang, rapidement, une petite 30 secondes, une minute. Sur la question des équipements, je voudrais dire qu'effectivement, c'est le moment où, étant donné qu'on n'a pas assez d'équipements, on pourrait revenir sur notre médecine traditionnelle pour dévancer la maladie, parce qu'on sait tous que c'est une maladie qui s'attaque principalement au système immunitaire, qui, comme on dit, ça a tué beaucoup plus de personnes qui avaient une faiblesse dans leur système immunitaire. Donc, on pourrait justement utiliser notre pharmacopée traditionnelle pour renforcer le système immunitaire à titre préventif des personnes qui ne sont pas encore malades en attendant d'améliorer nos équipements. Sur la question de la diaspora, je pense que les efforts que fait la diaspora africaine, c'est plus à démontrer parce qu'au-delà du côté politique, on voit les diasporas se mobiliser. La diaspora camerounaise a cotisé environ 370 000 $ en 3 jours aujourd'hui, sur un fonds privé, une initiative privée qui a été lancée pour assister la population dans cette pandémie-là. Donc, il y a certes des volontés politiques, mais la diaspora aujourd'hui fait un travail qui n'est plus à démontrer, fait que ensemble, je pense qu'on va pouvoir le surmonter. Combien de temps ça nous prendra, on ne le sait pas, mais on va finir par réussir avec des efforts conjugués. Très bien, merci de cette richesse des points de vue qui sont portés par-ci, par-là. Alors, il nous reste 2 points rapidement. Alors, on va prendre la question sur la prévention locale qu'on va articuler avec la politique de confinement. Les politiques de confinement qu'on voit émerger en Afrique, M. Akossigna l'a mentionné tout à l'heure. Alors, quelle réflexion peut-on mener à ce propos-là? On voit quand même qu'il y a des abus aussi. On voit des gens qui sont dans certains pays qui sont déjà pauvres, martyrs de la pauvreté et se faire bastonner parce qu'on sort pour aller chercher un morceau de pain. Ça, c'est des choses que l'on voit sur les médias sociaux qui sont réelles. Alors, je ne vais pas en dire davantage, je voudrais vous entendre là-dessus. La prévention et puis les politiques de confinement et les manières dont on essaie de mener ces politiques-là. Alors, on va commencer peut-être avec la Grande Royale. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas entendu. Honnêtement, Monsieur Georges Goma, je vous assure que j'ai fait une vidéo hier où je me posais sérieusement cette question. Comment est-ce qu'en Afrique, on va s'y prendre compte tenu de la situation de crise que beaucoup de familles vivent? Comment ils vont surmonter la question de confinement? Parce que j'ai vu des images qui m'ont fait pleurer honnêtement, intérieurement, où les gens se placent dans différents coins de la ville et puis ils invitent les gens à venir se laver les mains. Et je me suis dit, est-ce qu'on a compris cette maladie? Et maintenant, quand on va demander aux gens d'aller se confiner, ils vivent comment? Et j'entends Madame Lydie Kapnang dire que la communauté camerounaise de la diaspora a recueilli 367 000, si j'ai bien compris, Madame Lydie. Et pour soutenir la population, on commence par quelle partie de la population? On finit par quelle partie de la population? On choisit qui pour aider, on laisse qui? C'est toutes ces questions que la diaspora doit mettre sur la table quand on doit procéder à ce genre de soutien aléatoire qui doit se faire. C'est ça qui doit nous amener à la réflexion à long terme. Oui, nous devons soutenir maintenant et ça se fait partout. C'est bien, nous n'avons pas de choix que de le faire. On ne peut pas laisser les gens mourir non plus. Mais ça afflue tellement et je dirais même, pas en désordre, mais sans réel contrôle, qu'on sera suffoqué. Alors hier, je réfléchissais, je disais, est-ce qu'on peut organiser
ce genre de confinement par quartier, par commune? Est-ce qu'on peut s'organiser? Est-ce qu'on peut conseiller à nos frères et sœurs? Je vois Madame Seymour qui sourit. Honnêtement, je suis en train de faire un raisonnement à haute voix avec vous. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas trouvé de solution. Je me dis, nos gouvernements, jusque-là, je ne les ai pas entendus suggérer à la population comment procéder pour se confiner, mais pour avoir quand même le nécessaire chez soi à la maison. Ici, je reviens du supermarché et j'ai vu comment les gens s'organisent tous les jours en Occident. On trouve des manières, des mécanismes d'organisation pour que le confinement soit respecté, la distanciation sociale soit respectée. Mais nous, en Afrique, on procède comment? Est-ce que, comme je le dis tantôt, on commence par commune, par quartier? Est-ce que les gens peuvent s'organiser par commune en disant, par exemple, dans telle commune, on va choisir 50 ou 10 personnes, 15 personnes qui vont se pointer pour tel contrôle à l'entrée de notre commune, à la sortie de notre contrôle. On peut mobiliser 10 personnes qui vont chercher le riz, l'huile, le savon, les légumes, la viande, et on va compter le nombre de gens qui sont dans notre quartier et on va calculer, on va donner à tel. Je me demande, je pense que... Madame, je vais réagir à ce que vous dites là. Vous parlez bien de confinement. Le but du confinement, c'est cette distanciation sociale-là. Donc, éviter au maximum que les gens soient ensemble. Donc, comment pouvons-nous penser regrouper un groupe de personnes, grouper des gens pour faire telle ou telle chose? Parce que c'est là, évidemment, où le mode de transmission de la pandémie, c'est par au moins 2 personnes. Nous faisons tous des cours ici. Je suis allé faire je ne suis pas en train de parler. Je ne suis pas en train de dire qu'on se regroupe en 10 physiquement, mais qu'on s'organise. Ah, s'organiser, d'accord. On s'organise. Comme nous sommes combien? Nous, sur ce plateau, je vois pratiquement 6 personnes. Nous sommes 6. Oui. Et je me dis qu'au niveau de la technique, au niveau de la régie, on peut avoir peut-être 2 ou 3 autres personnes. Nous avons déjà constitué un groupe d'organisation. Je parle d'une organisation parce qu'aujourd'hui, vouloir ou pas, le monde va être rendu à un niveau où on devait travailler en mode télétravail. Vouloir ou pas, et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui devront revoir également leur fonctionnement. Donc, quand je vous parle je vous parle d'une certaine organisation au niveau de l'Afrique par rapport à ce confinement et compte tenu des besoins de survie, des besoins de première nécessité dont les Africains ont besoin par rapport à l'Occident. Voilà, je vais donner la parole à Madame Seymour qui a réagi un peu, que vous avez interpellé, pour embrayer un peu sa réflexion sur cette question du confinement en Afrique, tout en sachant qu'évidemment, bon, en Afrique, les gens ont besoin de sortir pour aller journellement chercher à manger parce que tout le monde n'a pas un frigo pour faire la provision, tout le monde n'a pas l'argent pour acheter la nourriture pour 1 semaine, 2 semaines, tout le monde. Et donc, confiner les gens un peu bêtement, je peux le dire de cette manière-là, avec cette violence-là, symbolique bien évidemment, eh bien, ça peut aussi entraîner vers une catastrophe humanitaire, comme je l'ai dit. Madame Seymour, on vous écoute. Tu l'as dit, Georges, juste une précision, Madame la Grande, je n'étais pas en train de sourire du tout par rapport à ce que vous disiez. C'est ça qu'il y a avec le télétravail. En tout cas, quand on est en Zoom, on reçoit des messages, toutes sortes de choses. Donc, ça n'avait pas du tout rapport avec ce que vous disiez, donc je vous rassure. C'est vrai, et tu rejoins tout à fait, et je te rejoins aussi sur ce que tu dis, celui justement qui se débrouille tous les jours pour savoir qu'est-ce qu'il va manger à midi, ou le soir, ou le lendemain, comment il fait. Donc je comprends la préoccupation de madame, mais c'est-à-dire que j'ai envie de dire, bon, il ne faut pas qu'on soit trop sévère avec nous-mêmes, hein. Parce que si on prend le cas, on prend un pays en Europe comme l'Angleterre, ils n'ont pas compris non plus. D'ailleurs, le Premier ministre actuel est lui-même hospitalisé, si je ne me trompe pas. Il n'a pas pris la mesure de tout cela non plus. Donc, il ne faut pas qu'on soit trop sévère avec nous. Cette pandémie-là tombe. Tu l'as rappelé, Georges, au début. Le monde a déjà eu à faire face aux pandémies. Là, ça tombe comme ça, où les gens n'ont pas pris conscience de ça. Je vous dis, il y a peu de temps encore, j'étais à Cotonou,
c'est vrai que la situation n'était pas aussi grave que ce qu'elle est aujourd'hui, mais même moi, je disais, mais non, mais ça passera, ça commence, c'est pas, voilà, on est loin, on était à l'ouest, enfin, oui, j'étais en Afrique de l'Ouest, mais pour le coup, on était complètement à l'ouest de ce qui se passe dans le monde. Là-dessus, on n'était pas conscient. Donc, si on prend le cas des réseaux sociaux, puisqu'on parle de communication, il y a des initiatives qui se font déjà, en tout cas qui sont en cours. Il y a des gens qui ont créé des brigades dans certains pays, en Afrique de l'Ouest notamment, avec des t-shirts, etc. Ils ont des masques et tout, et ils vont informer la population avec les moyens dont ils disposent. Les gouvernements même essayent de prendre conscience de ça. Mais quand en même temps, on revient sur la première partie de l'émission, parce que c'est aussi important, quand en même temps, on a les aéroports qui sont ouverts, n'est-ce pas, monsieur Akonsega? L'aéroport de Cotonou est encore ouvert. Non, ça a fermé il y a 2 semaines. Ça a fermé. Pardon? Ça a fermé il y a 1 semaine à peu près ou 2, mais ce n'est plus ouvert. L'aéroport de Cotonou a fermé il y a 1 semaine? Oui, à peu près. Vous pouvez parler peut-être des vols nolisés organisés par d'autres pays, là, mais... Voilà, donc en fait, c'est une très bonne chose. Donc, sinon, il n'y a plus de vols. Voilà, commencer effectivement à fermer les frontières et effectivement je sais qu'il y a un cordon sanitaire autour de certaines communes, Cotonou, Abomey-Calavi, Ouida, etc. Il faut que ça continue, bien sûr, et au fur et à mesure, continuer à informer la population. Au Québec, qu'est-ce qu'on fait? On prend les influenceurs, les blogueurs, les artistes, etc. On leur demande de communiquer à travers les réseaux sociaux pour pouvoir informer, en tout cas, les gens qui les écoutent, les fans, etc. On voit toutes sortes de stars actuellement diffuser des messages. Ça va venir aussi en Afrique. Ils ont commencé à travers les clips vidéo qu'ils sont en train de faire et les artistes qui prennent leurs responsabilités aussi, qui diffusent l'information. À l'africaine, l'information passe, ça ira crescendo. De toute façon, l'Afrique doit relever effectivement ce défi-là, comme l'Afrique a relevé tant d'autres défis, mais c'est vrai que on peut se dire que la situation n'est pas encore catastrophique en Afrique. Souhaitons que effectivement les solutions pérennes puissent arriver rapidement pour qu'il n'y ait pas ce qui se passe en Europe, effectivement en Afrique. Mais en matière de solutions, pour dire aux gens de s'organiser, il y a quelques associations, mais pareil, dans les grandes villes ou autour des grandes villes pour l'instant, je ne suis pas convaincu que, par exemple, Paracou s'organise, si on prend le cas de Cotonou, Paracou s'organise déjà comme, par exemple, Cotonou, Ouida ou dans les villes avoisinantes, Dahomey-Calavi, Porto-Novo, etc. Donc, ça prend son temps. Le plus important, c'est de continuer la communication comme ce type d'émission que nous faisons. Et si 2-3 personnes nous écoutent, nous regardent, tant mieux. Donc, l'idée, c'est de diffuser l'information au maximum. Et faut pas... Je ne sais pas comment dire ça, autre mesure de dire effectivement qu'il y a une réalité, c'est certain, mais que l'Afrique a ses conditions, a sa population, a ses manques de moyens et qu'on devra nécessairement faire avec. Très bien, merci beaucoup. Alors, ce point-là, je vais demander à M. Ibrahima Koné, là, toujours sur cette question du confinement, on a des retours également, hein, on a des retours. Et je vais vous poser la question sur les mesures d'accompagnement parce qu'on demande aux gens de rester chez eux. Les nouvelles qui nous viennent de mon pays, du Congo-Brazzaville, par exemple, c'est qu'il y a des personnes d'un certain âge aussi qui sont bastonnées par les forces de police qui veulent, n'est-ce pas, faire respecter ce confinement. Et quand on vous trouve dans la rue, vous pouvez faire l'objet d'une bastonnade en bonne et due forme. Monsieur Ibrahima Koné. Oui, je pense que effectivement, pour endiguer cette pandémie, la solution que les États ont trouvée, c'est le confinement. Et ça marche dans certains pays en Occident parce que ces pays-là ont les moyens de soutenir leur population confinée. En Afrique, la question se pose parce qu'une fois que les parents sont à la maison, ils ne vont pas travailler, la plupart sont dans le secteur informel. Ils n'ont pas de revenus, donc ça pose effectivement la question du confinement réel. Il est à la maison, s'il reste à la maison, il n'aura rien à manger. Donc, ils prennent le risque de sortir. Donc, ce qui fait que le confinement en Afrique, ça pose problème, ou également de garder les marchés. En Afrique, on a plutôt des marchés, des espaces où les gens se retrouvent par milliers pour commercer. Alors, ces espaces-là, rarement les MBET sont respectés. Il y a le moyen de transport en commun.
Il y a des véhicules, en Abidjan, on les appelle les BACA, il y a les véhicules intercommunaux, mais où les gens sont 3 ou 4 là-dedans. Donc, la question se pose vraiment. Il faut, oui, se confiner, mais trouver un mode de confinement adapté à l'Afrique. Les mesures d'accompagnement, qu'est-ce qu'il faut pour les accompagner? Oui, je crois que l'État prend des mesures drastiques, des couvre-feux de 21h à 5h dans certains endroits, les frapper les populations. Il n'y a pas que ça. Il faut les accompagner financièrement. Il faut mettre en place de l'aide. Les gens sont chez eux, il faut créer un mode de collecte d'alimentation et leur fournir, trouver des centres, trouver des sacs de riz, aller leur donner. C'est comme ça qu'on va faire respecter le confinement. Brahim, comment tu fais pour gérer la corruption? Qu'est-ce qui te garantit que l'argent que tu vas envoyer là, hein? Parlons franchement là, soyons pas naïfs là. Qu'est-ce qui te garantit que l'argent que tu vas et tout ce que tu vas collecter là, que ce sera réellement, comme l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui te garantit que ce que tu vas collecter au Québec ou dans le monde, ça va aller directement pour les populations en question? Si toi-même tu vas passer aux places avec des gens que tu auras. Pardon, je prends la place de Jean. Pardon. Oui, mais je vais reprendre un peu, je vais reprendre un peu là-dessus. Madame Seymour, vous avancez cela, vous êtes dans la logique évidemment de la dynamique de la diaspora. Et moi, vous voyez, quand j'avais avancé au départ aussi la responsabilité régalienne des États en tant que tels face à une situation comme ça, je pense que les États qui jouent leur fonction régalienne doivent prendre en charge la situation. Ils ont des budgets constitutionnels qui sont là. Il faut qu'on les voit sur le terrain, propulser des politiques médico-sociales qui sont à la hauteur, n'est-ce pas, de l'obstacle que nous avons devant, je pense. Alors, je vais, peut-être, monsieur Koné, vous avez quelque chose à terminer là-dessus, je vous laisse la parole. Et puis, on va passer aussi à monsieur Kosinga et puis à la Grande Royale aussi, d'intervenir. Aussi à madame Kaplan, qu'on n'a pas entendu depuis un moment. Rapidement. Je comprends effectivement l'inquiétude de Seymour. Et là, c'est vrai qu'à l'Afrique, il y a la question de la corruption. Et nous sommes en situation vraiment difficile. C'est sûr que les mentalités, les manières de faire vont changer à la sortie de cette crise. Mais il faut que l'État s'organise avec la société civile pour favoriser ce confinement. Et l'un des moyens, c'est de trouver des mesures d'accompagnement. Et là, il faut mettre en place des mesures pour freiner la corruption. Il faut trouver un moyen pour que les populations restent chez elles. Sans s'asseoir, quand on se dit, écoute, en Afrique, il y a plus de corruption, il y a plus de corruption, on ne fera rien pour leur fournir à manger, on ne fera rien pour faire respecter le confinement, mais tiens, on va vers l'hécatombe. Il faut prendre des mesures drastiques, appliquer le confinement comme il faut, sinon l'Afrique court à sa perte. Ok, merci beaucoup. Monsieur Akosinga, vous avez quelque chose à dire là-dessus assez rapidement et puis on va passer au dernier point. Il nous reste un point à traiter. D'accord. Ben, je crois qu'il faut se le dire. On va détendre un peu l'atmosphère. La question de confinement en Afrique, c'est une belle joke. Ça ne peut pas marcher, ça ne marchera pas. D'ailleurs, au Bénin, ils ont tout simplement refusé. C'est un luxe pour le Bénin. Ils ne vont pas aller se confiner. Par contre, toute action qui vise à réduire les interactions est une bonne chose. Et dans le contexte africain, je pense que beaucoup de choses sont faites pour ça. Et la plupart des pays, ils ont fermé les marchés publics, ils ont fermé les mosquées, ils ont fermé les églises. Donc, je pense qu'on réduit au maximum les interactions et puis le couvre-feu s'ajoute à ça. Ça ne suffira peut-être pas, mais je prenais le pouls encore ce matin sur WhatsApp et puis je vois dans un pays, on dit qu'il y a confinement et puis voici de gros camions qui viennent le matin pour ramasser les casiers vides de boissons. Donc, il y a eu bien quelque chose en temps. Bref, je crois qu'il faut aller dans le sens de réduire au maximum les interactions et d'accompagner les populations qui, c'est vrai, perdent du revenu en ces moments-ci. Et pour ça, je pense qu'il y a un mouvement autour, la diaspora peut faire sa part, mais il y a des institutions comme la Banque mondiale, ils ont mobilisé 160 milliards de dollars pour accompagner cette période dans ces pays peu développés. Mais attention, ils ont aussi en tête de négocier des réductions de dettes auprès
des pays donateurs, ça donne l'équivalent de ce que les pays développés font aujourd'hui en donnant des PCI, des prestations canadiennes d'urgence ou d'autres formes de soutien. Voilà ce qui se passe en Afrique et que je suis. Ok, oui, mais absolument. Mais il ne faut pas oublier non plus que, d'accord, réduire les interactions, c'est une bonne chose, mais la méthode, en fait, la méthode de propagation la plus redoutable, c'est quand même la transmission communautaire. C'est-à-dire que... Oui, mais je suis désolé, on ne dira pas au mécanicien du coin de rester chez lui, il va tricher. C'est tout comme ceux qui vont encore dans les maquis pour prendre la boisson. Nos sociétés ne sont... Il ne faut pas faire du copier-coller comme on a fait en matière d'autres trucs comme la démocratie ou autre chose. Il faut inventer des solutions locales. Et malheureusement, le confinement intégral n'est pas une chose envisageable pour ce que je vois. Bon alors, c'est une question à la Grande Royale et à Madame Lydie Capnong, là, pour passer à autre chose, le dernier point. On n'a pas trop parlé, on parle de confinement, d'accord, on essaie de faire des efforts là-dessus. On n'a pas trop entendu parler un peu des méthodes de dépistage, hein? Parce que si le virus est déjà arrivé, c'est que certainement, il voyage déjà aussi. Hein? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les méthodes de dépistage? Les méthodes pour les méthodes de dépistage, on revient dans la question, pour moi, on revient dans la question des équipements qu'on se parlait tantôt. Il n'y a pas assez d'équipements disponibles, tout comme il n'y a pas assez de personnel disponible pour réagir dans ces cas-là. Combien de médecins on a? Combien d'infirmiers on a qui sont capables de faire ce test-là? Au Canada, par exemple, on parle de 48 à 72 heures pour obtenir un résultat. Il y a des résultats qui sont disponibles en 24 heures et moins dans les cas d'urgence pour les personnes déjà hospitalisées. Mais dans nos pays, après combien de temps les résultats sont disponibles? Combien de centres de santé? Je pense qu'au Cameroun, on parlait du centre Pasteur pour la capitale politique Yaoundé, qui est quand même l'une des plus grosses villes du pays, qui a un seul centre de dépistage. Combien de tests peuvent être faits par jour dans ce centre-là? Et après combien de temps les résultats sont disponibles? C'est une question qui va faire que le nombre de personnes contaminées soit un peu un leurre parce qu'on ne l'aura jamais en temps réel. Et est-ce que les personnes qui sont testées sont en quarantaine en attendant leurs résultats? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce qu'ils sont considérés comme positifs et traités comme tels jusqu'à ce que le résultat dise le contraire? Sinon, les risques de continuer de propager la maladie augmentent même si on est déjà testé, mais qu'on n'a pas son résultat. Oups. Georges, ton micro est fermé. Ton micro est fermé, Georges, si tu nous entends. On ne t'entend pas. Oui. Ils ne se rendent pas compte, hein? Ton micro est fermé. Ah, mon micro était fermé, autant pour moi. Je disais qu'on va aller vers la fin, on va aller vers la fin de cette émission. Et donc, la Grande Royale qui va peut-être commencer un peu à partager sa réflexion là-dessus, c'est sur cette question du fameux vaccin à tester en Afrique. Alors, ça fait couler beaucoup d'encre. On a vu sur les médias classiques, LCI, en France, 2 professeurs, 2 médecins se donner à cœur joie sur cette affaire. Oui, on va mettre l'argent pour aller tester le vaccin en Afrique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Assez rapidement, parce qu'on a passé pas mal de temps. Alors, assez rapidement pour chacun ensuite. Merci, M. Georges Goma. Effectivement aussi, je pense que cette question va encore nous séparer. À mon avis, c'est que si nous avons bien suivi ces journalistes, il avait bien dit au départ qu'il ironisait. Il ironisait. Malheureusement, son ironie a été de mauvais goût. Et cette ironie est allée toucher la sensibilité, encore une fois, et l'émotion des Africains, encore une fois. Donc, comme pour dire l'émotion est africaine ou l'émotion est noire.
et on est allé dans tous les sens. Les journalistes sont sortis, les chroniqueurs sont sortis, les médias sociaux en ont pris et on a ramassé ce médecin, enfin ces deux intervenants, jusqu'à ce qu'on s'oppose à ce que ce test se passe en Afrique. Moi, je fais partie de ceux qui ont dit non, nous ne voulons pas qu'on soit utilisé comme des laboratoires des rats. Mais je reconnais quand même que c'est une réaction émotive, encore une fois, parce que, évidemment, selon leurs explications, selon certaines personnes du corps médical que j'ai écoutées, il ne s'agissait pas tout à fait de ce que nous avons compris. Mais toujours est-il que, M. Goma, nous revenons sur ce que je vous ai dit au départ tout à l'heure. Nous restons chaque fois au niveau des émotions. Nous restons chaque fois au niveau des réactions vives. Nous l'avons vu lorsqu'on nous a balancé des images des esclaves noirs qui sont en Libye. Ces esclaves noirs sont encore en Libye. Ça n'a pas fini. On a vu plusieurs fois revenir sur l'histoire de ce que l'Afrique a vécu comme traumatisme, l'esclavage, la colonisation. Mais dans le concret, nous ne réussissons pas à faire ce saut. Ouais, je comprends encore Madame ces mots quand elle disait tout à l'heure que beaucoup d'initiatives du genre organisons-nous, faisons ceci, on en a connu dans le passé et il y a eu énormément de déceptions, j'en suis consciente. Mais disons-nous toujours que cette interpellation patriotique que nous ressentons au fond de nos cœurs, tant que nous n'allons pas passer à sa réalisation, nous aurons des comptes à rendre à l'histoire et nous aurons des comptes à rendre à l'humanité africaine et nous aurons des comptes à rendre à notre Dieu. Parce que quand vous sentez en vous le désir de faire un pas et que plusieurs personnes vous tirent vers le bas, par le passé de beaucoup qui ont eu à décevoir et qu'on se ferme et qu'on se dise parce que beaucoup ont échoué dans le passé, nous devons nous arrêter là, nous aurons des comptes à rendre à l'histoire. Donc par rapport à ce que ce médecin a dit, je pense que nous devons transcender le côté émotif pour que nous puissions nous ressaisir et que puissions nous dire nous avons toujours été utilisés comme des cobayes. Maintenant, que devons-nous faire? Il faut que ces gens de journalistes et ces gens d'intervenants sentent que les Africains ont pris conscience qu'ils ne sont plus ceux qu'on doit toujours utiliser et qu'ils ont fait un pas. Et c'est ce pas que nous devons franchir. Alors, madame, vous prenez le contre-pied, évidemment, de ce qui a été dit, évidemment, hein, ce que ça a créé, ces interventions-là. Monsieur Akossia va bientôt partir et on va arrêter bientôt aussi, on va vers la fin de notre émission. On va lui laisser la parole un peu de réagir à ce niveau-là et nous allons terminer notre émission avec le reste du panel. Et je crois que c'est Ibrahim plutôt qui est sur le point de partir, mais bon. Ah bon, c'est Ibrahim, hein? Alors, on va laisser la parole à Ibrahim alors. Allez-y. Merci, Georges. Alors, effectivement, je dois partir parce que j'ai une autre émission dans 15 minutes. Alors, il faut dire que la question du vaccin, c'est vrai que les propos du journaliste ne sont pas acceptables, la manière de le dire, mais je pense que ça a créé un tollé dans la communauté africaine et c'est sûr qu'on ne veut pas être des cobayes pour la recherche, mais il faut peut-être faire une historique de tout ce qu'il y a eu comme vaccin. Je pense que là-dessus, il y a eu une certaine lumière à faire. Mais vous n'allez pas le faire là, hein? Comment? C'est historique. Vous n'allez pas le faire, c'est historique. Il n'y a pas de temps pour ça. Je ne vais pas me mettre là, mais c'est pour dire que il faut que l'Afrique participe à la recherche du vaccin. Il y a plusieurs pays où il y a des cas, donc l'Afrique doit apporter sa contribution pour éviter que l'étude soit biaisée. Et ça, c'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit juste sur la population africaine que ça sera testé. Il y a des malades partout. Donc, il faut une étude, en tout cas pas mondiale, pour qu'on ait un vaccin qui sera accepté et qui pourra faire effet sur tout le monde. Et la question de traiter l'Afrique de cobaye, il y a plusieurs personnes qui ont réagi, qui ont condamné. Alors, je pense qu'il faut que les dirigeants ou que l'OMS ou des personnes, en tout cas spécialisées sur la question, expliquent comment on trouve les résultats d'un vaccin, explique la nécessité de la collaboration de tout le monde. C'est ça, quand on parle de rumeurs, là c'est parti. Le journaliste s'est certainement mal exprimé et ça crée un tollé dans la communauté africaine et les gens ont vraiment mal perçu. Il faut avoir effectivement une correction à ce niveau-là.
Très bien. Merci beaucoup, Madame Seymour, à vous sur ce point-là. Bien, si tu permets. Oui, bien sûr, allez-y. Je vais vous laisser. Je vous remercie effectivement pour ce temps d'antenne, c'est très apprécié. Je pense que c'est des occasions comme ça qu'il faut saisir pour marteler l'impact de la pandémie en Afrique. Il faut toujours continuer des initiatives comme ça, de sorte que nos parents en Afrique comprennent que c'est quelque chose de sérieux et qu'il faut réfléchir à des mesures de confinement adéquates. Il faut réfléchir à des mesures de gestion d'information adéquates en pareille situation. Alors, je tenais à vous remercier et je vous invite à nous rejoindre au sein du groupe, l'organisation COVID-19 Save Africa, et bientôt nous allons passer en action sur le terrain en Afrique. Je vous remercie. Shalom. Merci beaucoup de votre participation, M. Koné. Merci beaucoup. Alors, Madame Seymour, s'il vous plaît, on va terminer cette émission par un dernier tour, là. Merci beaucoup, donc, Georges. Juste une précision pour Madame. J'ai dit que l'initiative n'est pas nouvelle en soi, mais qu'elle mérite d'être encouragée. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit effectivement, il y a déjà eu beaucoup d'initiatives de ce type. Et effectivement, après, ce sont des initiatives, on connaît le résultat. Mais je dis que votre initiative, tout comme toutes celles qui arriveront, y compris ce que fait Ibrahim, enfin, c'est intéressant et qu'il faut encourager. Et je participe justement de cet encouragement de toutes les initiatives. Je souhaite simplement que ce soit durable. C'est ça que je dis. Concernant effectivement le Covid-19, faisons ce que nous pouvons, continuons à faire à travers nos réseaux de la sensibilisation, de l'information, tout en sachant effectivement qu'on discute avec le continent africain, des gens qui se connectent dans la seconde et puis après, qui ont vu certainement le message WhatsApp que vous avez envoyé, mais qui ne sont pas dans la possibilité ni de communiquer avec vous tout de suite, dans l'instant, ou peut-être même le lendemain ou le surlendemain qui arrive après. Il faut être conscient de ça. Et moi, je sais que l'Afrique, de toute façon, relèvera ce défi-là comme tant d'autres défis. Et je pense effectivement, et je crois beaucoup en la force de la diaspora pour faire ce qu'il y a à faire. Et je le répète, effectivement, tout n'est pas politique, même si on est bloqué par des politiques qui sont en place, etc. Il y a 36 millions de façons d'agir. Et justement, ce confinement, ça pourra certainement donner des idées pour contrecarrer et voir comment on peut faire de façon plus soft peut-être, mais de façon très efficace pour saisir cette opportunité de contribuer au développement de son pays ou en tout cas de l'Afrique de façon plus globale. Merci beaucoup à Diaspo et merci beaucoup à toi, Georges. Merci beaucoup, Madame Seymour. Alors, on va aller sur le même rythme. Madame Lydie Katnang, également, si vous avez quelque chose à dire sur cette question du vaccin, sinon aussi, donnez votre mot de conclusion pour cette émission. Sur la question du vaccin, je vais suivre M. Koné qui disait tantôt, c'est pas le vaccin que les autres ont fait qu'on doit tester sur nous autres. Si on doit tester un vaccin, on ferait mieux de tester les solutions que les Africains proposent déjà aussi, parce que c'est des solutions. Et puis, si on doit tester un vaccin autre, il faudrait que nos chercheurs aient participé à la recherche pour cette solution-là, parce que je pense qu'on a quand même des chercheurs qui sont à la mesure, qui pourraient participer aux recherches internationales et apporter leur contribution. On ne va pas servir de cobaye tout simplement. Ce n'est pas la seule partie à laquelle on peut participer dans le processus de la recherche de solutions. Mais en attendant qu'on en soit là, j'inviterai chacun à continuer de sensibiliser autour de nous, de sensibiliser nos familles en Afrique à travers tous les moyens dont on dispose, à contribuer également aux sensibilisations gouvernementales, même s'ils appellent aujourd'hui au confinement, qu'on pense que ce n'est pas une bonne solution ou autre chose, on peut continuer à soutenir nos familles pour les aider à respecter les mesures. On parle aujourd'hui de laver les mains plusieurs fois par jour, à de l'eau et du savon, de se désinfecter les mains. Ce n'est pas toujours les choses qui sont à notre disposition. Donc, on peut aider à notre petit niveau nos familles en les aidant à s'approvisionner de ces produits-là qui sont aujourd'hui considérés comme de première nécessité. Et puis, sensibilisons à la transmission de l'information vraie, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais si on est averti, débrouillons-nous à ce que l'information qu'on partage soit vérifiée et
vraiment véridique, parce que sinon l'information, c'est l'une des choses qui va nous tuer dans notre continent également. Je remercie cette initiative-là et j'appelle à ce qu'elle soit multipliée pour que ensemble, on apporte chacun notre petit grain de sable à la lutte contre cette pandémie. Je vous remercie pour vos diverses contributions et je vous souhaite une belle soirée à tout le monde. Merci de votre contribution. Alors, juste la Grande Royale. Alors, on va terminer avec M. Akosingya. Alors, la même chose. Le vaccin, aussi une conclusion à votre manière. Ah, attendez, c'est M. Akosingya ou bien c'est moi? Non, non, vous, l'honneur, la Grande Royale. Ok, évidemment. Merci. Moi, je pense que j'avais déjà donné mon point de vue sur le vaccin. Juste une conclusion alors. Ce que Madame Lydie dit, il y a des médecins africains qui sont dans ce projet, qui y travaillent. Et je pense qu'il y en a dedans. Par contre, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas pro-vaccin. Et je pense vraiment qu'il y a moyen de trouver une alternative autre que le vaccin. Déjà, nous savons, avec toute l'historique des vaccins, à quel point le vaccin, ça n'éradique pas la maladie, c'est comme un moyen de prévention. Je ne suis pas experte en la matière, mais je pense qu'ils doivent préconiser autre chose que le vaccin. Et puis, même quand ils disent, ça prend un échantillon qui rassemble même les Africains dedans, qui tiennent compte de l'histoire de ces Africains qui ont déjà contribué à plusieurs reprises à travers l'histoire sur la médecine occidentale. Est-ce que les Blancs étaient impliqués dans ces échantillons? Non. Nos parents, nos mères ont subi des chirurgies sans anesthésie et donc ça a contribué à soigner des femmes occidentales. Donc, ils peuvent produire leurs éléments sans non plus qu'il y ait à prendre des cobayes chez les Africains. Voilà, ça c'est mon point de vue que j'assume de cette manière-là et je sais que c'est un sujet à débat, mais je suis contre ce genre de test. Pour conclure, en tout cas, je remercie sincèrement Florent Tchatchoua qui m'a lancé l'invitation pour faire partie de cette plateforme. J'exprime ma profonde gratitude à lui pour cette opportunité qui m'a donné pour que nous puissions partager nos points de vue. Je remercie chacun de vous que j'ai eu à découvrir ici. Ça me rend fier de dire vraiment que nous sommes des dignes filles et fils d'Afrique. Nous poursuivons les mêmes idéaux. Nous avons les mêmes ambitions de voir notre Afrique debout. Et je pense que c'est cette ambition que nous devons maintenir, ce rêve que nous devons maintenir. Et tous les téléspectateurs, les auditeurs qui nous suivent, nous devons vraiment comprendre que nous sommes une famille africaine et le sort de l'Afrique dépend de nous, le sort de l'Afrique est entre nos mains. Toutes les petites idées que nous avons, n'ayons pas peur de les exprimer, n'ayons pas peur de nous confronter parce que c'est seulement nous-mêmes qui allons résoudre nos problèmes. La preuve en est que lorsqu'on parle, lorsque l'Occident nous toise, il ne toise pas un individu, il ne toise pas un pays. Ils parlent tous de l'Afrique alors que l'Afrique c'est un continent, c'est pas un pays. Cela veut dire que les problèmes de l'Afrique devraient nous préoccuper nous tous et le travail que nous faisons doit être poursuivi parce que c'est un travail de conscientisation et d'éducation citoyenne qui doit se maintenir pour que demain nous regardions l'Afrique avec nos cannes à la main en disant « Nous avons bâti cette Afrique. » Et cette pierre, nous devons la poser en commençant aujourd'hui. Merci, M. Goman. Merci beaucoup. Ben, écoutez, Diaspora Interaction est interpellé. Le travail qu'il fait ici sur la place de Québec est bien à propos. Alors, on va terminer avec M. Akosingya. Sur la même question, donc si vous avez quelque chose à dire sur le vaccin, vous le dites, ben, sinon vous passez à la conclusion à votre niveau. Oui, Monsieur Goman, merci, ça va être rapide. Disons tout simplement, moi, je pense que c'est dommage d'avoir donné tant de visibilité à des pro-Le Pen. Je pense que l'Afrique doit tourner la page avec ce genre de faux chercheurs qui viennent raconter leur histoire pour être vus et entendus par le monde entier. Avant-hier, moi, j'ai écouté un débat de spécialistes africains là-dessus, qui travaillent dans les structures d'éthique en Afrique. Je mets au défi
tout un chacun qui peut venir avec son charlatanisme implémenter des vaccins ici en Afrique et puis aussi facilement. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des structures d'éthique, il y a toute une organisation. Et même si on trouvera sur les 54 pays un ou deux qui sont corrompus, je ne pense pas que ce sera une ampleur comme ce qu'on a donné à ce débat. Donc, passons là-dessus et focusons-nous sur l'essentiel. Toute cette belle énergie autour de la table, je pense qu'elle doit nous servir à avancer sur d'autres dossiers. Et justement, pour conclure, j'emprunterai à Dalai Lama qui disait, si vous croyez que vous êtes si petit pour changer le monde, alors essayez de dormir avec un moustique. Nous, en Afrique, on ne va pas essayer de nous laisser vaincre par ces microvirus-là, hein. Et c'est pour ça, et je remercie Diaspora Interaction pour m'avoir mis en contact avec ce beau monde. On est là, on essaie de faire bouger les choses. N'oubliez pas, je fais partie de la diaspora. S'il y a des actions à faire, je suis votre fenêtre sur l'Afrique. Allez, merci beaucoup, M. Goma. Merci beaucoup, Diaspora Interaction, et évidemment très très content d'avoir rassemblé autour de cette table, autour de ce panel, des esprits aussi éclairés, aussi pertinents par rapport à la question d'une grande importance que nous avons abordée tous ensemble ici. Les unes et les autres, les uns et les autres ont apporté une contribution tout à fait substantielle, et le propos de Diaspora Interaction, évidemment, c'est de mobiliser, de susciter, et évidemment, une des choses qui est apparue avec beaucoup de force, c'est quand même cet appel à l'Afrique de prendre ses responsabilités, de se dégager finalement de cette posture d'éternel petit enfant qui doit attendre tout de l'extérieur, alors même que l'Afrique a tout le potentiel qu'il faut pour être un acteur à part entière sur la terre internationale et être d'ailleurs aussi capable de prendre en charge les problèmes qui se posent à cette belle Afrique. Et je pense que d'ici qu'on parle de coronavirus au passé, ben nous nous retrouverons toujours. Nous allons nous retrouver autour de Diaspora Interaction pour suivre un peu l'évolution des choses et apporter, n'est-ce pas, notre pierre à l'édifice finalement d'une Afrique qui soit capable de se prendre en charge. Et une fois de plus, aux unes et aux autres, aux uns et aux autres, merci d'avoir participé à cette tribune. C'était donc Georges Goma pour Diaspora Interaction. Au revoir. Oh, papi. Hey, hello. Big Joe.